Nike, Adidas. Nike, Adidas. Nike, New Balance. Non, clairement pas. Nike, Salomon, Hypebeast. Nike, bon, c'est bon, tu veux en venir. Que tu commences le sport, choisis des premières chaussures ou tout simplement achète des vêtements pour t'habiller, deux marques sortent tout de suite du lot. Nike et Adidas. Dans un marché où la concurrence est de plus en plus corsée, ces deux mastodontes du sport style ramassent près de 77%, rien que ça. Depuis l'éclosion de Nike dans les années 80, une guerre s'est installée entre les deux. En même temps, Phil Knight, le créateur de Nike, avait comme objectif de dépasser leur allemand. Donc on a d'un côté une marque dont le créateur a été proche de membres du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, face à une marque où faire travailler des mineurs, c'est monnaie courante. C'est une guerre saine, n'est-ce pas? Bon, c'est bon, je blague, mais il faut juste que je fasse une petite provoque dans chacune de mes vidéos. Si l'on demande aujourd'hui qui gagne réellement la bataille, la réponse sera sans appel. Que ce soit les chiffres de vente, les campagnes de marketing ou l'influence dans le streetwear, Nike gagne haut la main. Depuis l'éclosion de Jordan et la création de la technologie Air, le petit poussé de l'Oregon est devenu en seulement quelques années la référence absolue de son marché. Seulement, dans les années 2010, Adidas a été à deux doigts et sûrement quelques décisions de rattraper son rival historique. Une technologie révolutionnaire, des chaussures iconiques, une tête d'affiche reconnue, les bases étaient prêtes pour reprendre son trône. Mais des choix, parfois hasardeux, et une communication qui laisse toujours à désirer, a entraîné Adidas à rester à sa place, celle du second éternel, un poulidor du streetwear au final. Bonjour à tous, c'est Jean Vagabond, et aujourd'hui je vais vous parler du renouveau d'Adidas dans le monde du streetwear, ou comment celle-ci a réussi en quelques années à envahir le marché et à envisager de nouveau de dépasser sa rivale de toujours. Tout d'abord, rappelons-nous dans quel contexte on était à cette époque. Début des années 2010, une période troublante ma foi. On sort tout juste de la tectonique, dans ton MP3 tes artistes préférés c'était Colonel Riel, Section Assaut, peut-être Tal mais tu l'assumais pas, ou encore Chris Brown si tu voulais faire le requin. On était au collège, tout le monde avait Facebook et je te jure qu'à cette époque c'était le feu, et on parlait du dernier match de l'équipe de France face à la Biélorussie et ce chef-d'œuvre de Florent Malouda sur une passe de Johan Cabaye. Tu as très bien compris, le collège, ça date bien d'il y a 10 ans quand je parle de ça. Niveau streetwear, on est également dans une zone de trouble. Les années 90 ont été tellement productives avec des Air Jordan et des Air Max toutes les années que durant les années 2000, on s'est un petit peu ennuyé. Mis à part quelques modèles qui m'ont pas marqué particulièrement comme les Puma Mostro ou les Tota 90, cette décennie est plus celle des collaborations iconiques. On peut parler de la Nike Staple et de ses débordements lors de sa sortie, qui pourrait d'ailleurs être un sujet de vidéo, ou encore de la Air Max One Chlorophyll. Est-ce que j'ai besoin de détailler? Je ne pense pas. De la Air Max One Amsterdam, ou encore du travail de Ronnie Fick sur les GL Lite 3. Internet est rentré dans la plupart des foyers, mais reste quelque chose de peu structuré. Facebook et YouTube ne sont pas les mastodontes que l'on connaît aujourd'hui, et le e-commerce est limite de la science-fiction. On commence à avoir tout de même des groupes Facebook avec des anciens de la première heure, très pointus et nostalgiques de la période Jordan. Et gare à toi si tu n'avais pas les connaissances nécessaires, tu n'aurais pas été validé. Les contenus YouTube sont inexistants. D'ailleurs, Vincent le raconte bien dans son interview avec Nifa où il explique qu'il s'est lancé sur YouTube parce qu'il y avait personne en France qui faisait ses contenus. Et on était en 2015. En 2013-2014, acheter plusieurs paires c'était vu bizarrement. C'était une culture de niche, un peu comme le rap en fin de compte qui n'était jamais mis en avant par les médias traditionnels. Si tu aimais les sneakers, c'est soit que tu aimais le basket et donc tu as baigné dedans tout de suite, ou qu'un membre de ta famille aimait s'habiller et donc tu le prenais comme exemple. Personnellement, quand j'étais au collège, je connaissais seulement les marques et j'allais acheter mes paires à Intersport. Mais tout ce qui était différents modèles, c'était très loin de mon esprit. D'ailleurs, à l'époque, la mode, je me rappelle très bien, c'était les Vans. Et Dieu merci, je mets pas du tout ce modèle. C'est pour ça que j'en ai acheté deux de suite. La première fois que j'ai vu une Air Max One, c'était en 5ème sur les pieds d'un pote. Et là, j'ai totalement câblé. Je l'ai trouvé exceptionnelle. Et c'est seulement quelques années plus tard, quand je me suis rappelé de ce moment-là, que j'ai compris les personnes en 1987, quand elles ont dû voir une bulle sur une semelle, cela devait être quelque chose d'insensé. Cependant, revenons au contexte. Il y a tout de même quelque chose à souligner. Le sport, lui, continue de proposer des produits différents. Nike adapte la même stratégie que Jordan sur des athlètes comme Kobe, KD, LeBron. Les signature shoes sont devenues la norme pour toutes les stars de la grande ligue et vont même s'implanter dans d'autres sports comme la Mercurial en 2002. Côté sneakers, un artiste souhaite amener sa patte dans ce monde. Tout le monde le connaît, The College Dropout en 2003 et par la suite que des Grammys et des classiques, Kanye West. Mais on parlera de lui un peu plus tard dans la vidéo. Entre Nike et Adidas, les positions restent inchangées depuis la dernière décennie. Si Adidas arrive à concurrencer le swoosh dans le monde du sport, elle a pris une sacrée longueur de retard dans le streetwear.
Si mes souvenirs sont bons, à ce moment-là, son produit mainstream, c'était une basket haute avec un énorme logo Adidas à l'arrière. C'était pas ce que l'on faisait de mieux en vrai. Sinon, si tu voulais avoir un petit flow, tu pouvais acheter ton t-shirt Adidas sur le marché avec son logo en forme de cannabis. Au final, c'était la bonne époque. Reste que heureusement, la marque aux 3 bandes a Messi et la NBA, mais autant te dire que ce n'est pas avec ça que tu vas reconquérir ton empire. C'est là qu'on arrive aux années qui nous intéressent. Fini les marques à la mode telles que Daddy Smith ou tous ces produits foireux de contrefaçon tels que les pubs Baby Milo ou les Victoria. Je ne sais pas vous, mais je trouve que tous les adolescents de cette époque ont essayé de se chercher vestimentairement parlant, mais on n'a pas réussi à se trouver et au final on a tous tenté des looks bien sombres. Pour revenir totalement à la mode, Nike et Adidas ont décidé de remettre leur classique au goût du jour, la Air Force One pour Nike et la doublette Stan Smith Superstar pour Adidas. Et pour anticiper l'avenir, chacun prépare de son côté les normes des sneakers de demain, les running. Nike a plutôt bien réussi avec les Free Run ou encore la Rochonne, paire la plus vendue de 2014. Mais je ne sais pas, c'est bien, mais on sent que ça ne va pas marquer les mémoires et qu'on va très vite les bannir. Adidas, de son côté, est en train de finaliser sa bombe atomique, une technologie qui va rentrer au panthéon des classiques, le Boost. Créé en 2013, cette technologie vient d'une collaboration entre BASF et Adidas. Composée de milliers de billes de polyuréthane thermoplastique, son objectif est purement sportif, le regain d'énergie lorsque l'on court. La première chaussure à être équipée de cette technologie, c'est l'Energy Boost en 2013. Mais un an plus tard, tout va s'accélérer. On se retrouve le 28 septembre 2014, le jour d'ailleurs de mon anniversaire, au Marathon de Berlin. Et c'est un certain Kipruto qui va gagner en 2h02 et 57 secondes, soit tout simplement le record du monde. Et ce fameux Kipruto est équipé d'une Adizero Adios Boost. C'est un sacré coup qu'a fait Adidas. Avoir une technologie aussi performante dès le début, c'est assez exceptionnel et c'est peu de le dire. Bon, en même temps, quand ta technologie est validée dans les laboratoires de la NASA, cela peut un petit peu aider. Cette même Adios Boost battra même le record du monde du marathon féminin à Londres 3 ans plus tard. C'est tout simplement ce que l'on peut appeler finir le game. Au final, tu viens de battre le record du monde. Tu pourrais te reposer sur tes lauriers, trouver une nouvelle technologie, un nouveau sport. Eh bien Adidas, c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. On va aller jusqu'au bout du processus. On se retrouve donc en 2015, à New York plus précisément, pour une conférence de presse qui s'annonce exceptionnelle. Je vous jure, tous les journalistes sont présents. Tout le monde est certain, une grande annonce sera dite dans les prochaines minutes. Et effectivement, en ce 22 janvier 2015, Adidas annonce qu'elle vient de créer tout simplement la meilleure chaussure de course à pied de l'histoire. Ah là, clairement, ça blague plus. Ça annonce les termes, comme Ja Morant qui annonce que personne ne fait peur aux Grizzlies à l'ouest. Et il faut bien comprendre, puisque par la suite, l'Ultra Boost va devenir un réel classique des sneakers, mais à ce moment précis, elle est seulement destinée pour le sport. La présentation est d'ailleurs conforme à cela, puisqu'elle met en avant seulement des sportifs et non des personnalités. Et dès le premier coup d'œil, cette chaussure, elle a quelque chose de spécial. Elle fait effectivement chaussure de running, mais elle est belle. Sa forme est équilibrée, le upper en prime knit est sobre mais efficace, le potentiel est tout de suite remarqué. On ne saura jamais si Adidas le savait ou non, mais cette paire et le monde du boost en général amènera la marque dans une dimension qu'elle n'avait pas entrevue depuis tellement longtemps. Si Adidas est sur son petit nuage, chez le voisin de l'Oregon, c'est pas forcément tous les jours la joie. En effet, au même moment que la sortie de l'Ultra Boost, notre cher Kanye West fait bien comprendre à tout le monde que non seulement lui et Nike c'est terminé, mais qu'en plus il va partir chez l'ennemi. C'est un véritable séisme. Je vous avais dit plus tôt dans la vidéo que Ye avait été le seul à entreprendre dans les années 2000. Eh bien c'est tout à fait vrai. Il a tout d'abord collaboré avec Nigo pour créer la Babestar, une copie assumée de la Air Force One mais qui fait les beaux jours de Babe aujourd'hui. Et il a évidemment créé la Yeezy 1 et la Yeezy 2 avec Nike. Issus de différentes inspirations de paires, les deux modèles ont été fortement appréciés par la communauté et ont permis un début de popularisation des sneakers. Mais un manque de liberté et d'argent ont eu raison de leur relation et Kanye West a préféré partir chez Adidas qui lui garantissait cela. C'est du pain béni pour eux. Toutes les étoiles sont alignées et autant vous dire que Adidas va être full attaque. Tout d'abord, en février 2015, la première Yeezy version Adidas est sortie et elle est autant appréciée que les anciennes. Ensuite, le 17 mai 2015, au Billboard, Kanye West est photographié alors qu'il portait des Ultra Boost 1.0 Triple White. Un seul cliché et la paire est devenue officiellement une sneakers sans même faire une seule campagne marketing qui aurait coûté des millions. Enfin, un mois plus tard, en juin 2015, Adidas sort sa seconde Yeezy, la 350 V1, sans doute l'une des paires dont j'ai vu le plus de fake. En 3 mois, Adidas a sorti 3 paires, dont 2 avec Kenny, à chaque fois en utilisant la technologie Boost et s'est remis au goût du jour. Kenny ne va pas seulement apporter de la fraîcheur dans ses modèles, il va également changer les modes de distribution. Au lieu de faire des consommages avec seulement des passionnés, Ye veut démocratiser les sneakers en s'aidant d'internet. Les raffles sont créées, les sneakers vont devenir virales et c'est tout un marché qui va se créer au fur et à mesure. Est-ce que les Weasel News, StockX existeraient sans cela?
Je pense, mais sûrement un peu plus tard. Le raz-de-marée est immense. Mais en 2016-2017, c'est un tsunami qui s'abat sur les concurrents. On est sur un prime absolu de Adidas. Grâce à 3 paires ou modèles de paires, la marque va toucher littéralement tout le monde. La première, c'est la NMD, la mainstream. Tout le monde a voulu en porter une en 2016. Ne mentez surtout pas. Tu étais là, rentrée de seconde, un petit peu stressé parce que c'était le lycée, le PNL dans les oreilles, mais tu te sentais un petit peu frais parce que tu avais des NMD au pied. Nouveau modèle de la marque aux 3 bandes, celle-ci s'inspire de 3 archives. La Rising Star, la Boston et la Micro Pacer. Au moment de sa sortie, elle rassemblait tous les codes qui marchaient à cette époque. Petite semelle boost avec un upper en première ligne. Le tout à 120 balles. La paire était beaucoup trop efficace. Alors, à la base, elle était destinée au running. Mais oui, bien sûr, personne a couru avec elle. Tu faisais le 3x500 avec elle, c'était une entorse garantie. À ce moment-là, il y avait 2 teams. La team Adidas avec les NMD et la team Nike avec les Air Presto. On ne va pas se mentir, tu portais des NMD avec un jean bien skinny Zara à 30 balles et un pull fila, tu te sentais soin, c'était sûr. La paire était universelle, mais tellement populaire que l'on a eu droit à une pub courir avec dedans Esprit Noir et Benjamin Mendy. Une époque bien lointaine, me dirait-on. La seconde, c'est l'Ultra Boost, la sneakers qui te permettait de mettre un pied dans le monde de la sneakers. Alors, running pas running, sneakers pas sneakers, c'est mon modèle préféré, je préviens tout de suite. Annoncée comme la meilleure paire de l'histoire, elle a terminé en collaboration avec Bape Undefeated. C'était le destin de l'Ultra Boost. Mais en même temps, tu commences à faire des pubs avec David Villa et 2 mois après, t'es sur les pieds de Kanye West. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est là où je trouve que Adidas a fait très fort. Parce qu'ils ont trouvé la parfaite alternative entre une chaussure de sport et une sneakers. Parce que oui, personnellement, en 2023, porter des Ultra Boost, c'est absolument pas ringard. Tu veux que je te prouve? Tu portes un shirt, n'importe lequel, Azos on s'en fout, un t-shirt Uniqlo, des Ultra Boost au pied et des lunettes Mailer à la boost de chez Camino, et tu es prêt à aller pique-niquer et écouter Rolling Papers de Wiz Khalifa. À sa sortie, Eric Fagerlin, cofondateur de Sneaker Stuff, déclara: quand on a vu la Ultra Boost arriver, nous nous étions dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle comme chaussure, mais en aucun cas on s'était dit qu'elle allait doubler le chiffre d'affaires d'Adidas. Il y a 2 choses à voir dans cette déclaration. La première, c'est que personne ne savait que cette paire allait être autant validée par les consommateurs, que ce soit les retailers, mais également Adidas. La seconde est qu'Adidas avait prévu tout de même de mettre sa paire dans des shops reconnus. Elle ne voulait pas une chaussure nichée, mais plutôt une paire qui soit validée par le maximum de personnes. Et je trouve, et là c'est plus personnel, que la gamme, elle est belle en général. Il n'y a pas un coloris qui sort du lot à la Air Max One Pata ou la Air Max 97 Rio. À la limite, vous pouvez me dire la OG ou la Triple White, mais toutes les marques peuvent faire ces coloris. En 4 ans, il n'y a pas eu une seule erreur. La dernière, c'est la Yeezy 350 V2, la paire des hypebeasts. Après 15 mois de 350 V1, Adidas sort une V2. Et là, elle a enfin son produit pour être validé par la communauté hypebeast. Et je dis bien son produit parce qu'on ne compte plus le nombre de coloris. Kanye West l'a fait. Lui qui voulait démocratiser les sneakers et que tout le monde porte sa marque, la 350 V2 va lui permettre ce souhait. Si on enlève le fait qu'on a été dégoûté de la paire, la 350 V2 est un beau modèle honnêtement. Par contre, on était sur une sacrée époque de hypebeast. Supreme, Off-White, Yeezy, c'était leur MSN. Ferme les yeux 2 secondes. Et imagine un mec avec un box logo Supreme, un cargo noir, une ceinture Off-White bien jaunie qui pende et des 350 V2 Beluga. Normalement, forcément ça te dit quelqu'un. Que l'on aime ou on déteste l'artiste, il faut avouer une chose. Kanye West a changé l'industrie. De par le fait qu'il a rendu les paires populaires plus accessibles en augmentant les quantités au fur et à mesure, mais également avec le système de vente. Fini les camps de nos grands frères, place aux raffles d'internet où tout le monde est prêt à prendre des rafales de L. Les anciens ne sont pas contents, contrairement aux provinciaux, et notre quotidien est clair. Prendre des L et se recocher de suite car on vient de voir une mixtape de Pram Curry. Trois paires à la fois si différentes et proches des autres, plus ou moins liées, mais qui ont considérablement amélioré l'image d'Adidas. Fini la réputation de marque pour les anciens qui vivaient principalement de ses archives. Adidas est apprécié comme une marque moderne qui est sur tous les marchés et qui est tournée vers l'avenir. En termes d'impact dans la culture, les trois ont leur argument, mais pour moi, c'est la Ultra Boost qui à long terme aura la meilleure réputation. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2017, sur les 21,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 12,4 provenaient de la gamme. Et sur les 100 paires les plus vendues de chez StockX, 10 étaient des Ultra Boost.
Pas mal pour une paire qui n'était pas forcément destinée pour les sneakers. Et puis la gamme est tellement de qualité. Les gammes de base, les Uncaged qui ont été créées pour les personnes qui coupaient la cage de lacets. C'est également sur la Ultra Boost que le programme Perlé, un programme pour recycler les déchets océaniques, a été entrepris. En l'espace de seulement 3 ans, la paire a marqué le monde de la sneakers et à coup sûr, elle reviendra au devant de la scène. Maintenant, parlons de la chute. Que ce soit des choix ou des erreurs de la part d'Adidas ou de la concurrence. Pour commencer, les choix d'Adidas. Autant entre 2015 et 2019, la quasi-totalité des modèles ont été validés, la suite sera moins glorieuse. La Ultra Boost 19 était pourtant très attendue, mais elle a fortement déçu. On sent pourtant l'esprit Ultra Boost, mais plus ce côté running. Et ce sera de plus en plus le cas avec la Ultra Boost 20, 21 et 22. Concernant la gamme principale de la paire, Adidas va continuer à sortir des modèles, mais sans vraiment communiquer dessus comme ils le font trop souvent. De plus, la technologie 4D va arriver, et je pense que la marque misait beaucoup dessus. Mais malgré des produits de qualité, il n'y aura pas l'effet escompté. Enfin, les époques et les modes évoluent, et malheureusement Adidas a du mal à continuer à devenir la référence sur le long terme. Et pourtant, Dieu sait que les produits sont de meilleure qualité et moins chers que chez Nike. Mais le storytelling passe avant tout, et autant dire que Nike est très fort en la matière. En parlant du swoosh, évoquons les concurrents. Nike a lavé très vite l'affront, et est revenu tellement fort en 2017, 2018, 2019. Il y a tout d'abord eu la collection The Nike Off-White, la gamme ACG ou encore les sorties très réussies de Sakai et de Travis Scott. Ils ont également réussi à envahir le marché de Dunk Panda d'une qualité tellement pauvre. Donc maintenant on peut le dire, ils l'étaient, ils le sont, et seront à jamais les numéros 1 juste par leur marketing. D'autres marques gagnent en popularité, sans toutefois ne serait-ce qu'atteindre le niveau d'Adidas, mais je pense qu'il faut mettre en avant le très bon travail de New Balance et de Salomon. Des marques peu connues sur la pente descendante, mais grâce à la mode ou des choix judicieux, ils ont réussi à conquérir des marchés. Reste maintenant à voir la suite. Aujourd'hui, Adidas est dans une position difficile à expliquer. Ils font toujours des bons modèles, mais sont tellement mauvais aux communications. Combien de prototypes de paires sont passés, ont été validés par la communauté, mais n'ont jamais vu le jour? Et ce n'est pas le comportement de Kanye West qui va arranger la situation. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas l'avenir de la marque Yeezy. Adidas, pas Adidas, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu près de 1 milliard d'euros. Les divorces entraînent des regrets, me dirait-on. Adidas a marqué une époque et a prouvé qu'elle pouvait redevenir, l'espace de quelques années, la numéro 1. J'ai seulement parlé de 3 paires, mais on aurait pu évoquer également la gamme Human Race, celle de Pharrell Williams, qui était à son prime absolu jusqu'à collaborer avec Chanel. Ou encore Y3, la gamme de Yuri Yamamoto, destinée à un public bien plus précis, mais qui faisait du très bon travail également. C'est une époque qui m'aura marqué, je ne vais pas vous le cacher, mais je ne pense pas être le seul dans cette situation. En ce moment, l'Ultra Boost est plus souvent dans des outlets que sur nos pieds, mais elle reste toujours autant validée dans le monde du running, en espérant qu'on la revoie un jour dans des shops de sneakers. C'était Jean Vagabond, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok, vous êtes toujours les bienvenus. Si vous voulez voir par hasard tous les modèles d'Ultra Boost, il y a le livre Sneakers de Tonton Gibbs qui est très bien fait. J'espère que vous avez passé un agréable moment, et qui sait, il y aura peut-être une autre vidéo.